l'aurez compris, cette vidéo est déconseillée aux moins de 16 ans. Je te présente Ronalda. Moi, c'est Ozoken, Ozo pour les intimes. Ma chaîne a pour thème l'horreur et tout ce qui s'y trouve. Il y a des jeux aussi. Si tu cherches une chaîne comme celle-là, cherche pas. T'as trouvé et le petit bouton s'abonner est juste en bas de la vidéo. Ah et sache qu'ici on est toujours sponsorisé par Non je rigole. 5 threads d'horreur sera raconté aujourd'hui. Des longues, des courtes, des détaillées et des softs, parce que faut pas déconner non plus. Il y a des chapitres au fait qui a été créé si tu veux te repérer un peu. Si le nom des personnes vous semble peu familier, c'est normal, c'est des histoires à l'américaine. C'est le son que je préfère. Cindy a terminé ses études récemment et elle a trouvé un travail dans l'hôtellerie. Cindy vivait encore chez ses parents et avec le travail qu'elle a décroché, plutôt bien rémunéré si je puis dire, elle ne trouve pas un appartement mais une petite maison. Avec un sous-sol, une petite cour, je précise, ce n'est pas une maison familiale. Ce sont des petites maisons individuelles collées les unes aux autres. Il n'y a pas de premier étage et le quartier est assez bien situé au milieu de tout. De son travail, de sa famille, des commerces, et la maison est placée entre l'entrée de la ville et la campagne. Limite, tu tournes à droite, t'es en ville, tu tournes à gauche, c'est la campagne, la forêt, etc. Pour Cindy, tout se passe à peu près bien dans sa vie. Elle a emménagé, on l'a même bien aidée pour faire les cartons. Sa famille et ses amis l'ont accordé du temps. Elle a pu boucler ça en quelques jours. Vous savez, le prestige a un prix. Elle a un bon métier, mais les horaires aussi. Et oui. Elle enchaîne sa semaine et en rentrant, comme c'est la période des fêtes, les voisins, la musique assez forte, ça rit. En gros, elle a des voisins qui font assez souvent la fête. C'est en rentrant du travail en fin de semaine qu'un anniversaire est fêté chez les voisins. Cindy s'en rappelle bien, puisqu'ils ont fêté toute la nuit. Et elle, elle n'a pas pu se reposer comme il fallait. Elle s'est finalement endormie en tombant de fatigue. Le lendemain de l'anniversaire, en retard. Bah oui, elle n'a pas dormi. La matinée est mouvementée. Elle veut prendre son petit déjeuner, mais encore un problème. Plus de lait, plus de céréales. Mais pas grave, le café fera l'affaire. Cindy n'est pas trop café, mais comme elle en a toujours un petit sachet sous le coude, là, ça tombe bien. Et là, Cindy était fatiguée toute la journée. Et elle avait qu'une hâte, c'était de rentrer chez elle. Et en plus, demain, c'est dimanche. Elle va pouvoir rattraper ses heures perdues de sommeil à cause des voisins. Oui, elle travaille le samedi. Fin du taf, elle va pouvoir rentrer chez elle et c'est la joie. Elle sait qu'elle va pouvoir dormir. En 30 minutes, le temps de ranger ses affaires, de manger un truc vite fait. Hop, au lit. Elle s'écroule au lit et dort d'une traite. C'est dimanche, en fin de matinée, que Cindy se réveille la tête dans les fesses et voit 2 cercles au sol. C'est sur le pas de sa porte d'entrée, avec un peu de saleté, quelques morceaux de peinture et de la poussière. Ce sont 2 marques au sol, comme si que quelque chose de lourd avait été posé là. Après quelques minutes à essayer de comprendre d'où est-ce que ça peut venir, elle se dit que peut-être que c'était déjà là avant quoi, puis c'est rien d'alarmant, c'est que 2 marques à l'entrée après tout quoi. Sinon, mis à part ça, dimanche assez tranquillou, elle passe à l'épicerie, elle fait le ménage, les placards sont remplis, le ménage est fait, et arrivé au soir, il est l'heure de dormir. Quelque chose a fait sortir Cindy de son sommeil. Elle ne sait pas trop pourquoi, du coup elle se retourne dans le lit, mais durant le silence, elle entend un grattement. Ses yeux s'ouvrant grands, ça la sort totalement de son état de sommeil. Des grattements encore. C'est dans le salon. Puis comme des grincements. Son cœur s'accélère, elle comprend pas sur le coup. Elle rationalise et se dit peut-être que c'est un rongeur ou qu'en fait c'est dehors. Puis un craquement furtif mais audible. Elle allume sa petite lampe, prend son téléphone et elle se lève. Si elle ne va pas voir, elle ne se rendormira pas. C'est mort. Elle allume le salon et... rien. Elle inspecte toute la maison,
sauf le sous-sol. C'est sombre et seule une petite ampoule éclaire l'obscurité. De toute façon, la porte est verrouillée à clé et puis il est 4 heures du matin. Elle décide tout de même d'aller se recoucher, mais sur ses 2 oreilles. Cindy se réveille, mais vous vous en doutez, elle n'a pas très bien dormi. Elle avait un peu angoissé avec les bruits qu'elle avait entendus, mais là elle fait en sorte d'oublier. Le café du matin et hop, au travail. Ça me donne envie de faire un café là du coup. Elle fera sa semaine de travail habituelle, mais à chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle a comme une boule au ventre. Du lundi au vendredi, des bruits se faisaient entendre dans la maison. Et c'était tout le temps, uniquement, le soir. Et elle commençait au final à angoisser de dormir. Et elle se demande mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est bon sang? Au bout d'un moment en fait ça commence un peu à s'énerver. Et à force d'être privée de sommeil, elle se met à oublier des choses. Une fois, il y avait un yaourt qui était posé sur la table. Elle se rappelle même pas l'avoir sorti du frigo. Elle est arrivée à perdre son sac de travail, son sac de transport, où elle transportait de la nourriture pour le manger plus tard en fait, dans son lieu de travail. Elle était pourtant sûre de l'avoir mis à côté de sa porte de chambre. Sûr et certain. Mais là, il y est plus. Bref, on est à la soirée du samedi. Cindy, au bout d'un moment, là, elle se met à attendre l'heure où les bruits se font entendre. Et elle l'attend pour qu'il y ait les bruits et qu'elle puisse se rendormir juste après pour dire que voilà, j'ai entendu les bruits, je sais qu'il n'y aura plus de bruit jusqu'au bout de la nuit, alors c'est bon, je vais pouvoir dormir tranquille quoi. Elle est sur son téléphone, elle regarde des vidéos. Quand elle entend cette fois-ci, pas des grincements, non. Elle entend la poignée de sa porte qui s'ouvre lentement. Le bruit du métal de la clenche. C'est la porte d'entrée. Et là, c'est sûr, c'est clairement pas un animal. Et pris de panique, comme elle entend vraiment le bruit de clenche, elle fait un sursaut, un moment de silence, puis des bruits de pas qu'on entend dans le salon, et le bruit d'un verre qui éclate au sol. Cindy, qui hurle et s'enferme dans sa chambre, décide direct d'appeler la police. Pendant que la police arrive, elle discute au téléphone avec eux. Mais pendant ce temps, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucun bruit. C'est le silence complet. La police est devant la porte, et Cindy décide de passer par la fenêtre de sa chambre pour faire le tour. Comme elle a une petite cour, je vous le rappelle, elle peut faire le tour directement et passer par l'entrée. Sachez qu'elle garde toujours ses clés d'appartement avec elle dans sa chambre, posées sur la petite commode avec son téléphone. Et c'est compréhensible avec ce qu'elle traverse en ce moment. La police entre dans les lieux. Elle constate bien que le verre a explosé au sol. Mais gros problème, il n'y a personne. La police repart. Et Cindy passera une nuit blanche à se poser 1001 questions. Le dimanche, Cindy fera les 100 pas. Et se posera des questions. Et elle se demande si elle devient folle. Et là, elle veut en avoir le cœur net. Après avoir réussi à dormir quelques heures durant la journée, on est le soir et Cindy a pas trop la pêche, mais ça a l'air d'aller mieux en tout cas. Et son plan, il va être très simple, pour prouver qu'elle n'est pas folle aussi. Elle va camper devant sa porte d'entrée de sa chambre, avec le téléphone à la main, la porte entrouverte, et attendre l'heure fatidique. Et elle attend là, sans savoir réellement s'il va se passer quelque chose. Et surtout, comment elle va gérer en fait le taf demain, parce qu'elle est exténuée. Arrivée à 3 heures du matin, où ça y est, elle entend les grincements et les espèces de grattements. Elle décide d'ouvrir tout doucement la porte de sa chambre. Elle entend son cœur qui bat à toute vitesse. Cindy voit dans son salon
Un homme grand, squelettique, qui essaie d'ouvrir sa porte d'entrée. Évidemment, elle appelle tout de suite la police et elle est persuadée de ce qu'elle a vu. Elle chuchote au téléphone, comme quoi elle a vu un homme chez elle. Cindy s'empresse d'aller à la porte de sa chambre pour regarder et dire à la police « Oui, il est toujours là ». À ce moment-là, l'homme se retourne et voit Cindy. Il court et hurle sur elle. Cindy a eu à peine le temps de refermer la porte et de la bloquer avec son épaule. Et l'homme crie sur elle « Ouvre-moi, je veux sortir d'ici, bordel. Laisse-moi sortir !» La police entend tout au téléphone et il s'empresse de venir et défonce complètement la porte d'entrée. L'homme est facilement maîtrisé par les forces de l'ordre. Il n'était pas armé. De plus, il n'était pas très costaud. Cindy sort de sa chambre une fois que la police leur a dit que c'était terminé, elle était en sécurité, qu'elle pouvait sortir et qu'il n'y avait plus aucun danger. Cindy, en observant l'homme, elle s'aperçoit que dans son dos, il avait son sac de transport, là où elle déposait de la nourriture pour son boulot. Elle ne l'avait pas perdu. Et petit plus qu'elle n'avait pas remarqué, il y a une échelle en plein milieu de son salon. La police dit à Cindy « Mais vous ne nous aviez pas dit que vous aviez un grenier, madame ?» Cindy lève les yeux au plafond et voit un petit carré blanc sur un plafond blanc. Elle ne savait pas non plus. Plus tard, en contactant le propriétaire, il dit que le toit était en fait condamné, le grenier était condamné, car il fallait le rénover, il était en piteux état. Donc ils ont tout simplement décidé de sceller la trappe, de mettre un coup de peinture, et c'était trop coûteux en fait pour être rénové. Donc ils l'ont laissé comme ça, tel quel. La police a rappelé quelques jours plus tard pour mettre aux nouvelles Cindy, et c'était en réalité un simple sans-abri qui s'était réfugié dans le grenier de chez Cindy. Il connaissait l'existence du grenier car il a habité dans cette maison il y a de ça plusieurs années. Et un soir, il est rentré dans la maison par effraction pour pouvoir dormir dans un endroit chaud. Il est monté. Sauf que, petit problème, c'était le jour même où Cindy emménageait. Et tout ce qu'il voulait, c'était simplement de dormir une journée dans le grenier et de repartir. Mais il y avait un problème, c'est qu'elle gardait toujours les clés sur la commode à côté d'elle dans sa chambre. Donc les bruits que Cindy entendait tous les soirs, c'était cet homme qui descendait l'échelle, descendait par cette échelle, lui volait un peu de nourriture et cherchait un moyen de sortir. Si tu veux raconter ton histoire, ou si tu veux que je raconte ce qui t'est arrivé en vidéo, sache que le Discord de l'Empire de l'Horreur est disponible en description et dans l'espace commentaire. C'est le son que je préfère. C'est un couple de mariés avec leur petit garçon, Marie-Anne, mère au foyer, José, écrivain, et Davis, leur fils de 10 ans. Ils ont hérité de la maison de leur grand-père, mais il a une petite particularité, un petit bonus. C'est une propriété privée avec quelques petits hectares de forêt. Donc tout le côté forêt leur appartiennent. Le grand-père était un chasseur, mais il avait arrêté depuis plusieurs années déjà, et il était en maison de repos. La maison était donc vide pendant un long moment. Alors imagine les travaux qu'il fallait faire pour la famille quand ils sont arrivés. Mais après ils vont pas se plaindre, c'est quand même un héritage, donc ils peuvent clairement faire un petit billet d'investissement dessus. Après tout, c'est une très belle demeure, avec un grenier, une cave
et un garage où on peut ranger 2 voitures. Le seul point négatif, hormis la rénovation qu'il y a à faire, c'est que c'est un petit peu éloigné de la civilisation. Pas trop non plus, mais à pied, tu en as pour un bon moment. La famille s'installe, oui, il y a du taf, oui, il y a des choses à faire. Et ça a duré un bon mois, mais la maison est à présent habitable. Ils font la connaissance de la famille de la maison de l'autre côté de la rue, sympa, cordial et bon vivre. Avec le bouleversement dans leur vie et le fait de déménager dans une grande maison, Davis, leur fils, devient anxieux. Et d'un autre côté, il ne s'est pas encore vraiment très bien habitué au bruit de la maison. Le bruit des arbres qui bougent, le plancher, la tuyauterie. Du coup, il appelle souvent sa mère, car il a peur. Et ça arrive que parfois, il fait quelques cauchemars. Les parents prennent l'habitude et comprennent que ça passera avec le temps. Mais une nuit, en observant à travers la fenêtre de sa chambre, il aperçoit quelque chose dans les bois. Il pleut et il ne voit pas très bien. Il se rapproche de la fenêtre et voit qu'il y a quelqu'un dehors. Il marche tranquillement et tient un sac noir dans la main droite qu'il traîne derrière lui. Le petit Davis court dans le couloir. « Maman, maman, j'ai vu quelqu'un dans la forêt. » La mère roule des yeux et dit « Tu as peut-être simplement vu qu'un animal. » Et surtout que ce n'est pas possible que quelqu'un traîne ici. C'est une propriété privée. Mais Davis, il est persuadé de ce qu'il a vu. Et son père, le voyant plus agité que d'habitude, décide de le croire. Il décide donc, avec une grosse lampe torche, d'éclairer la forêt. Et vous l'aurez deviné, pas un chat. Rien. Il rassure son fils, il lui dit que tout va bien, et regarde, je vais même fermer toutes les portes devant toi. On est en sécurité. Mais Davis demandera de dormir avec ses parents cette nuit-là. Ils acceptent, et ça sera ceinture pour le couple cette nuit. Le lendemain, Marianne a l'idée d'inviter la famille d'en face pour faire connaissance, et comme ils ont 3 enfants, ça pourrait également aider un peu Davis qui passe une mauvaise période en ce moment. José accepte et décide d'aller frapper chez eux dans l'après-midi. Mais pas de réponse. Pourtant, il y a la voiture familiale qui est garée. Ils sont peut-être partis à pied. Bon, je reviendrai plus tard. C'est en arrivant au soir où la pluie est battante. Le couple décide de s'offrir un petit moment à eux. Soirée ciné, de déboucher une petite bouteille de vin, petite musique douce et de profiter de la soirée convenablement. Davis, qui est censé dormir dans sa chambre, avec ce qu'il a vu, il peut pas s'empêcher de regarder à travers la fenêtre. Et pour pas se faire griller, il a juste allumé la petite lampe de chevet qu'il a sur sa commode. C'est en regardant avec insistance que Davis commence à revoir l'homme. Sauf que cette fois-ci, il ne traîne pas un gros sac noir derrière lui. Il est en train de marcher vers la maison. Il se dirige vers l'entrée et c'est là que Davis aperçoit qu'il a une machette dans la main. Et pris de panique, il court vers le rez-de-chaussée. « Papa, il y a quelqu'un qui arrive chez nous. » Son père, surpris, il éteint la musique et se dirige vers la porte d'entrée. Papa ouvre pas, il a un grand couteau dans la main. Il a 10 ans, il sait pas ce que c'est qu'une machette, et son père se demande d'où il peut trouver ce genre d'idée glauque. Il prend tout de même ses précautions et s'arme d'une batte de baseball. Il se met à ouvrir lentement la porte d'entrée, et rien. Il n'y a personne. Pour le coup, José gronde son fils, car il l'a cru, il l'a pris vraiment au mot, et il en a même eu peur. Pourtant, pour Davis, lui, il est sûr de ce qu'il a vu. Il est persuadé que quelqu'un allait arriver. Pour le coup, il court dans sa chambre et s'enferme en pleurant. Le calme revient et Marianne fait la vaisselle avec un petit goût amer dans la bouche. Il vient un petit peu de plomber la soirée. Il vient de ruiner l'ambiance du tête-à-tête de ses parents. Et Marianne fait la vaisselle tranquillement quand elle lève la tête.
et voit un homme à travers la fenêtre. Cet homme se trouve dans la cour et il se dirige vers la porte arrière. « José, il y a quelqu'un !» Il entend hurler sa femme et José bondit sur sa batte de baseball. La porte arrière est fermée, mais il met des gros coups de pied très forts dans la porte. Pendant que José l'attend de pied ferme avec sa batte de baseball, Marie-Anne s'empresse de téléphoner à la police. Et énorme problème, la police n'arrivera pas avant 15 bonnes grosses minutes. Et oui, le poste de police est assez éloigné de la maison. Marie-Anne s'empresse de monter dans les escaliers quand elle entend la porte arrière se fracasser dans la cuisine. Elle voit José mettre un coup à l'homme qui tombe au sol mais n'est pas assommé. Il essaie de se relever, José recule de 2 pas. L'homme se met à balancer de la vaisselle sur José pour essayer de le déstabiliser. Seulement José se prend une assiette en plein visage et il commence à perdre l'équilibre. L'homme a vu qu'il a visé juste et fonce sur José avec sa machette. Marie-Anne, en voyant la situation, lui jette une statue sur l'homme qui était dans le salon. Il se met à esquiver et y recule. Pendant ce petit laps de temps, José lui remet un coup. L'homme commence à perdre ses moyens, il saigne au niveau de la tête. Il décide de fuir et se rue dans la forêt. La police arrive à retrouver cet homme. C'est pas une immense forêt non plus, je le rappelle. Et ce que trouve la police est juste hallucinant. L'homme s'était construit un petit abri de fortune et ce qu'il trouve à l'intérieur, ce sont des corps. Beaucoup de corps. Démembrés et certains brûlés. Et c'étaient leurs voisins et leurs enfants. Cet homme avait tué toute la famille d'en face et voulait continuer son massacre avec la famille de José. On va redescendre un peu la pression, se calmer un peu, et c'est le moment de lâcher le petit pouce bleu. Hein, Ronalda? Tu as lâché le pouce bleu? C'est le son que je préfère. Gary, 18 ans, sort de l'hôpital psychiatrique aujourd'hui. Il va retrouver son père et se reconstruire une nouvelle vie. Gary a été interné à ses 14 ans pour hallucination. Il entendait aussi des voix dans sa tête et il faisait aussi des paralysies du sommeil où à chaque fois il voyait une dame et il faisait tout pour essayer de résister et s'empêcher également de dormir, sauf qu'à chaque fois il sortait de cette phase en hurlant. Il a développé ces symptômes à cause de l'accident de sa mère où elle s'est fait renverser par une voiture juste devant lui pendant qu'il sortait du supermarché. Le chauffard n'a jamais été attrapé, ni arrêté. Il n'y a eu aucune piste. Depuis cet événement, le père a dû prendre des décisions. Il ne pouvait plus supporter les crises de son fils et l'a donc mis dans un hôpital spécialisé. Son père l'a décidé car 1 mois après le drame, Gary ne voulait tout simplement plus dormir. Il se privait de sommeil et à chaque fois qu'il dormait, il se réveillait en hurlant. À la maison, il est accueilli à bras ouverts. 4 ans sans réellement voir son fils a été dur pour son père et le reste de sa famille. Donc petite fête de bienvenue, le petit gâteau, tout pour mettre la bonne ambiance. Gary ne va pas s'installer dans la chambre où il était avant. Son père a eu l'idée d'interchanger les chambres des parents à la sienne. C'est pour qu'il puisse repartir du bon pied et de ne pas revivre les choses qu'il a vécues dans cette chambre. Pour lui, ça a été comme une période traumatique et c'est plutôt une bonne idée de la part du père. Le premier soir se passe très bien pour lui. De plus, il a pris un médicament pour dormir, ce qui facilite son repos. Gary se lève tôt et s'apprête à descendre les escaliers. Un peu confus, il entend qu'on l'appelle en bas. « Gary, t'es réveillé ?»« Oui, maman, je descends. » Il se stoppe en plein milieu de l'escalier. « Maman ?» Il entend un début de phrase. « Je te... » Et Gary se réveille dans son lit. Un rêve étrange, pourtant il pensait vraiment qu'il était réveillé à ce moment-là. Il fait abstraction et décide de pas en parler à son père. Puis c'est qu'un rêve après tout. Deuxième nuit, il peut pas s'empêcher de repenser à ce rêve, à sa mère
Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le regard livide, plongé dans ses pensées, quand il voit du coin de l'œil bouger quelque chose. Et c'est une femme, la femme qu'il voyait auparavant. Ça recommence, sa paralysie du sommeil revient de plus belle, et il est incapable de bouger. Gary résiste et utilise toutes ses forces pour essayer de bouger, tandis que la femme se rapproche de lui. Pas à pas, il ne la voit que du coin de l'œil et se rapprochant en respirant fort. Une fois à sa hauteur, la femme lui murmure un mot à l'oreille. « Désolé ». D'un coup, Gary se débloque de cette phase, il sort hors de son lit et se met à hurler de toutes ses forces. Son père débarque en 2 minutes. Gary décide de tout lui dire, qu'il revoit cette femme et qu'il est pétrifié. Son père lui donne son médicament pour dormir et lui demande de faire la même chose pour demain. Il lui explique que c'est le fait de rentrer, qu'il commence à être anxieux, que c'est normal, que tout va bien. Le discours du parent, quoi. Gary n'a fait que de réfléchir toute la journée. Il se demande comment est-ce qu'il va pouvoir se sortir de ce cercle vicieux. Lui, il ne veut pas revivre tout ça. Il veut vraiment passer à autre chose. Soudain, il repense à ce qu'il a entendu. Désolé. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est inhabituel, et surtout, c'est très étrange. D'un regain de courage, il se dit à lui-même « Écoute Gary, il faut que tu affrontes ça. Ce soir, tu te détends. Et si ça t'arrive, ne te braque plus dans ta peur. Je dois affronter mes propres démons. » Arrive le soir où il rassure son père, lui dit qu'il a repris du poil de la bête. Son père par contre reste sur le fait qu'il doit prendre son médicament tout de même pour dormir. Il lui dit « Oui, t'inquiète pas, ça va aller. » Il se prend un petit thé pour se détendre et décide de monter pour aller se coucher dans son lit. Gary a menti à son père. Il sait que s'il prend ses cachets, ça va l'assommer et il va se réveiller le lendemain. Il ne les prend donc pas et décide de s'allonger dans son lit avec une petite fierté. Après quelques heures passées dans le lit, rien. Commence même légèrement à somnoler. Tant il pensait vraiment qu'il allait voir cette dame. Donc au moment où il commence à fermer les yeux, il entend un claquement de porte. Ça lui fait faire un bond dans le lit. Il essaie de voir ce qui se passe, mais impossible de bouger. Ça y est, on y est. Le stress monte et il commence à la voir du coin de l'œil. La peur monte malgré lui. C'est plus fort que lui. Sauf que cette fois, il cherche par tous les moyens de se calmer. Elle se rapproche petit à petit et lui se persuade qu'il ne va rien lui arriver. À l'instant où elle est au-dessus de lui, il se met soudainement à s'endormir. Il se retrouve à faire un rêve lucide, mais pas n'importe lequel. Il est plongé dans le lieu de l'accident de sa mère. Il doit revivre cette épreuve. Il revoit l'accident. Il voit sa mère se faire percuter par la voiture. Sa mère qui tombe au sol. Et Gary court vers elle en criant avec les larmes aux yeux. C'est à cet instant que Gary voit la voiture en train de s'éloigner et remarque quelque chose. Il voit la plaque d'immatriculation. Il se réveille soudainement et il décide de se lever pour noter ce qu'il a vu. Mais maintenant, si c'est vrai, comment expliquer ça? Car je vous le rappelle, la personne qui a fait ça, il n'y a eu aucune piste. La voiture n'a pas été retrouvée, ni l'homme qui conduisait. Gary a donc l'idée de dire à son père qu'il se souvient qu'il a vu la plaque d'immatriculation le jour où sa mère a été renversée. Le signalement sera fait à la police et ils retrouveront le véhicule et la personne qui a fait ça. Cette personne vivait à l'autre bout de la ville. Il n'avait même pas pris la peine de changer de véhicule, ni même de déménager. Il sera jugé et condamné pour ce qu'il a fait. Peut-être que tu t'en doutes,
Mais la personne qu'il voyait au coin de l'œil, c'était sa mère. Et c'est sa mère qui lui avait envoyé ce rêve. Histoire un peu différente avec une belle fin, mais maintenant, passons au prochain thread. C'est le son que je préfère. Nous partons pour l'histoire d'Elena, 24 ans. Elena vient de s'inscrire à une application de rencontre qui a été fortement proposée par ses amis proches. Elle est célibataire depuis un long moment maintenant. Elle sort d'une grosse rupture amoureuse. Et elle a vraiment eu du mal à l'encaisser. Et du coup, elle a un blocage niveau relation. Et c'est sa meilleure amie, Cassie, 26 ans, qui a réussi à la convaincre qu'elle doit sortir de cette période. Car ça arrivait qu'Elena faisait des périodes de déprime qui pouvaient durer parfois une bonne semaine. Mais heureusement, elle est très bien entourée et sa meilleure amie lui rend visite régulièrement dans son appartement. Elena n'est pas difficile, enfin un peu quand même, bon, c'est une fille quoi. Elle aime la simplicité et n'a pas besoin de grand-chose. En gros, elle ne regarde pas les prestiges d'un homme, mais regarde plutôt ce qu'il est réellement. Pourtant, ça va pas l'empêcher de skip tous les mecs de l'application. Pas mon type, il est trop grand, il porte des lunettes, il est trop musclé, je veux pas d'un mec qui passe sa vie à la salle, c'est mort. La semaine passe, Cassie pose la fameuse question. Alors, t'as matché ? Elle a compris, elle n'a pas eu de rencard, ni quelqu'un qui lui a tapé dans l'œil. Cassie a donc une merveilleuse idée. Écoute, on se pose toutes les deux, on check ensemble, et aujourd'hui, tu dois accepter au moins 3 qui te plaisent. Et après on verra, peut-être qu'ils répondront jamais, mais au moins t'auras fait quelque chose. Elena un peu gênée, en hésitation quelques minutes, puis oh allez vas-y on le fait ton truc. On n'a rien sans rien ma belle, c'est ce que dit Cassie avec un petit sourire de victoire. Elle se pose dans le salon et ouvre l'appli pour elle. Une trentaine de minutes passent et Elena, elle n'en a pas encore accepté un seul, et pas un seul qui était correct à ses yeux. C'est vrai que dans ce genre d'appli c'est un petit peu délicat, mais quand même. Sa meilleure amie s'impatiente et commence à lui dire « Écoute, les 10 prochains, tu vas en accepter un, tu vas pas te mettre à flipper non plus, quoi. » Sur les 10, elle en accepte un, mais bon, elle a pas eu le feeling non plus, quoi. Après, elle lui a expliqué qu'elle n'aura pas la même chose qu'elle a vécu avec son ex et qu'elle veut qu'elle vive autre chose, justement. Elle leur a mis tout de même 3 petits cœurs à 3 hommes dans la soirée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après quelques jours, sur les 3, un a répondu, et c'était pas trop la classe quoi. Le silence en message, il ne savait pas comment ou de quoi parler, donc ça a été très vite aux oubliettes. Elena décide après cette expérience de ne plus se mettre la pression, d'oublier l'application et surtout de passer à autre chose. Ça viendra quand ça viendra. Quelques mois passent et Elena se met à complètement oublier cette application, ses problèmes par la même occasion, et décide même de sortir avec ses amis un peu plus souvent que d'habitude. Bref, se mettre en couple n'est plus une obsession dans sa vie. Un soir, lors d'une petite soirée posée sur Netflix, son téléphone se met à vibrer. Il y a 2 petites notifications, et c'est sur l'application de rencontre. Et c'est 2 hommes qui mettent un petit cœur sur son profil. Intriguée, elle va voir, et ça discute. James va avoir moins de sujets de conversation que Tyler au fil des jours. Et Tyler a eu le petit feeling qu'Elena recherchait. Il a 25 ans, tandis que James n'en a que 20. En bref, elle skip James pour consacrer tout son temps à Tyler. En quelques jours, ça ne tarde pas pour échanger les réseaux, Snap et Insta. Sa meilleure amie, Cassie, est contente de l'avoir retrouvé le sourire, et si elle est heureuse, elle l'est aussi. Ce qui surprend tout de même Cassie, c'est que cet homme, il est clean, trop clean, et d'habitude, elle skip ce genre de profil. Puis en plus, il est banal, quoi. Elle qui aime voir le petit plus chez la personne, ça la surprend un peu. Cassie décide d'aller voir sa meilleure amie chez elle, parce que ça fait un petit moment qu'ils se sont pas revus. Puis elle répond un peu de moins en moins aux messages. Elle va avoir des news, voir comment ça se passe, tu vois, et tout ça et tout ça. Mais étrangement, Elena raconte pas grand-chose durant la discussion. Avant, elles étaient super proches et là, d'un coup, on la sent distante. Depuis, je sais pas, elle sent qu'elle s'écarte.
De plus, elle sait pas encore grand-chose de Tyler, alors que ça fait une semaine qu'ils se parlent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Cassie lui demande « Et du coup, pour la rencontre, c'est pour quand ?» Elena lui répond juste « Bientôt ». Elle résume un petit peu la situation dans sa tête. Ils se sont pas encore vus, elle commence à s'écarter de ses amis, et elle devient froide avec moi, et elle commence un petit peu à s'inquiéter à propos d'Elena. Et propose à Elena de venir avec elle quand ils vont se rencontrer. Et Elena se met à dire il a dit de venir seul. Écoute, ça devient chelou ton histoire, je veux pas qu'il t'arrive un truc au cas où je veux venir. Et Elena lui sort il savait que tu dirais ça. T'as pas confiance en moi en fait. Cassie cherche pas plus loin et lui dit d'au moins envoyer un message quand la date sera fixée pour la rencontre. Elle s'en va de l'appartement avec une boule au ventre. C'est la fin de semaine, le samedi soir, où Cassie est en train de se préparer dans la salle de bain, tranquillou, pour faire une petite soirée avec ses amis. Et elle décide d'envoyer un message à sa meilleure amie Elena pour savoir si elle veut venir, puisque ça fait bientôt une semaine où elle envoie plus trop de messages, elle donne plus trop de nouvelles. Ça commence un petit peu à l'inquiéter. Et pour Cassie, sans Elena, ça commence à lui faire réellement un vide. Donc elle lui envoie le message, elle le pose et elle discute avec 2 de ses autres amis. Donc pendant leur discussion, où ça rigole et tout ça, elle reçoit un message. Elle regarde son téléphone, c'est Elena, et son visage est resté figé pendant quelques secondes. J'ai vu Tyler aujourd'hui, avec 4 petits points. Cassie s'isole et décide de passer un appel. Elle lui dit « Bah alors, comment ça s'est passé? Pourquoi tu m'as pas envoyé un message quand ça s'est déroulé, la rencontre et tout ça ?» Elle lui dit que tout se passait bien jusqu'à la rencontre, où en fait Tyler n'a pas 25 ans, mais 35. De plus, il a été hyper violent avec elle. C'était pas du tout le même en message qu'en réalité. Et tout ce qu'il voulait, c'était de coucher avec elle chez lui. Elle a dû s'enfuir en courant quand il ne lui tenait plus par le bras. Et là, actuellement, elle se fait bombarder de messages. Il dit qu'il va débarquer chez elle. Sauf qu'elle n'a jamais dit où est-ce qu'elle habitait. Cassie lui envoie un message « J'arrive tout de suite ». Cassie prend ses affaires avec ses 2 amis et file en voiture. Du côté d'Elena, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle est paniquée et en pleurs. Son téléphone ne sonne plus de notifications, rien. Jusqu'à ce qu'un message fait vibrer le téléphone. C'est un message Snap. Une photo de son salon avec un message marqué « Et si on jouait à cache-cache ?» Tyler est dans l'appartement et elle ne sait pas quoi faire. Sa porte de sa chambre ne se verrouille pas, elle est coincée. Après 5 minutes sans bouger, sous le choc, elle essaye d'appeler la police. Mais Tyler était derrière la porte, il entend les bips du téléphone et décide d'ouvrir violemment la porte et de sauter sur Elena. Elena hurle de toutes ses forces. Elle tente de se débattre comme elle peut. Elle se prend des coups de Tyler et Tyler essaye de lui arracher ses vêtements pour faire ce que vous savez. Cassie arrive avec ses 2 amis en même temps. Elle entend les hurlements et la fenêtre arrière grande ouverte. Les 3 filles passent tout de suite et sautent sur Tyler. Elle asperge de la bombe à crimo sur lui et il se prend des coups de clé à molette. Très vite, il tombe complètement inconscient et Cassie ramasse le téléphone car elle a entendu qu'il y avait la police au bout du fil. Elle dit tout de suite l'adresse et il débarque. Cet homme avait prévu dès le début de commettre l'irréparable, en contactant Elena, en l'ajoutant sur Snap, puis de voir sa localisation grâce à l'appli. C'est aussi pour ça qu'il ne voulait pas qu'elle sorte de chez elle. C'était pour être sûr qu'elle habitait bien ici. Ensuite, suffisait de faire le tour de l'appartement. Il fallait trouver un moyen d'entrer. Elle habitait au rez-de-chaussée et la fenêtre arrière était souvent ouverte. Il pouvait passer à l'action. Faites attention quand vous utilisez une appli et qu'il y a une localisation, toujours la désactiver. N'importe qui peut voir où vous êtes en temps réel et surtout à n'importe quel moment. Et ne fais jamais confiance à quelqu'un que tu viens tout juste de rencontrer. T'es pas Hulk, tu fais pas partie des Avengers. Suffit que l'homme ou la femme d'ailleurs soit armé et c'est terminé. La prévention est faite, passons maintenant à la dernière histoire.
son que je préfère. Valentine a 19 ans, vit encore chez ses parents, et elle a un magnifique métier. Vous savez, celui qui est payé au lance-pierre, où les clients sont aigris, et avec bien sûr des horaires de taré. Mais si, vous savez, certains y vont pour manger un petit burger XXL avec un grand coca. Elle prend généralement tout le temps les commandes au drive, mais parfois elle sert. Mais sa commande principale, c'est vraiment de rester au drive. Ça fait un bon 6 mois qu'elle est là-dedans, donc elle a l'habitude, et elle en a vu des énergumènes. Des petits gourgandins qui cherchent à lui faire des avances de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment. Je ne l'ai pas dit, mais Valentine est une belle petite blonde, yeux bleus avec une voix douce et rassurante. Mais c'est pas son quotidien, je vous rassure. Mais ça peut arriver qu'un client vienne l'aborder de temps en temps, quoi. Un samedi soir habituel où Valentine, forcément beaucoup de clients au drive, elle enchaîne les commandes et sert les clients. Ici ça va vite et la cadence ne doit pas s'arrêter. Jeff, qui est un client régulier, passe pour faire une commande au drive et à chaque fois qu'il voit Valentine, il lui propose toujours la même chose. Donc à chaque fois qu'il voit Valentine, il cherche toujours à lui proposer de discuter, de prendre une petite table, de lui payer un menu, hashtag le forceur du samedi, quoi. Il lui demande même parfois à quelle heure tu finis, parce que bon, tu me dis toujours ouais, je suis au travail, je peux pas, je travaille, etc. Mais ça reste en soi cordial, dira-t-on. Valentine refuse toujours poliment et Jeff n'a jamais été agressif. Mais il vient quand même 1 à 2 fois par mois pour commander au drive. Et à chaque fois que c'est Valentine, elle y passe. Mais ce soir, Valentine a été un petit peu étourdie. Il y a une commande d'une grande famille assez longue qui est en train de passer et ça doit être rapide. Les oui madame avec ceci, les oui d'accord et vous voulez autre chose? Les phrases que tu répètes toute la journée. À la fin, ça devient robotique, hein. Et juste après la grande famille, il y a Jeff qui passe. Il fait sa commande et du coup, il fait sa proposition à Valentine, hein. S'il veut bien qu'elle prenne une table avec lui, il lui commande un petit menu, il se pose directement dans le restaurant et puis voilà quoi. Sauf que Valentine, elle a pas du tout calculé en fait. Et donc Valentine, en faisant complètement autre chose, a sorti une de ses phrases robotiques. Oui bien sûr monsieur, avec votre menu, vous voulez un supplément donc? Pour le coup, il prend 2 menus, et en prenant le paquet à Valentine, il lui dit « à tout à l'heure ». Elle comprend pas trop, mais bon, il y a d'autres voitures qui est derrière, donc merci, bon appétit monsieur, enfin voilà. La soirée continue de passer, les commandes aussi, et au bout d'un moment, il y a une collègue qui commence à aborder Valentine pour lui dire écoute, ça fait un... Enfin là, il y a le mec là, et ça fait 2 heures qu'il attend, et il t'appelle là. Donc Valentine ne comprend pas, donc elle s'approche de Jeff, dit « Oui, vous voulez autre chose, monsieur ?» Jeff, qui attend depuis plus de 2 heures, lui dit froidement « Écoute, ça fait 2 heures que je t'attends, t'as dit que tu viendrais manger avec moi, je t'ai pris un menu pour toi, quoi. » Perplexe, elle lui dit « Oh, je suis désolé, j'ai du mal comprendre, excusez-moi, mais en fait là, je suis à mes heures de travail, je suis actuellement en train de travailler, je peux pas manger avec vous, je suis désolé. » Il commence à faire une scène, il hausse même le ton. Rapidement, les clients ils commencent à tourner la tête vers lui, vers la table, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, j'épargne évidemment les insultes, et il part en claquant la porte. Bon. La cadence de la soirée s'est ralentie, et Valentine essaie de se repasser un peu la scène dans sa tête. Et elle comprend qu'elle a dit une de ses réponses automatiques, en fait, qu'elle se dit toute la journée. Et là, elle comprend qu'en fait, elle lui a bien dit oui, en fait, à Jeff. De toute façon, elle a fini son service, donc elle va repartir chez elle avec 2 de ses collègues, comme d'habitude. Arrivée à sa rue, le groupe se sépare. La maison de ses parents se trouve simplement à la ligne droite, et elle a juste à marcher 3 minutes, en fait. Valentine est un petit peu prudente quand même, parce que c'est le soir, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, personne. D'accord. Donc elle marche tranquillement et commence à dépasser la maison de ses voisins. D'un seul coup, le chien de ses voisins se met à aboyer. Elle comprend pas et elle commence à se retourner furtivement. Et elle voit Jeff qui est juste derrière en train de tenir une arme.
Il a été totalement surpris et se met à pointer l'arme sur Valentine tout en reculant. Valentine se baisse et met ses mains directement sur sa tête en une seconde. Par réflexe, Jeff se met à tirer tout en courant dans le sens opposé et il tire au moins 5 coups de feu en tirant partout. Valentine voit qu'il est parti, elle commence à se relever et sent des violentes douleurs. Une douleur à la jambe droite et à l'avant-bras à droite. Elle a reçu 2 balles sur 5. Ses parents, en ayant entendu les coups de feu, sont sortis en trompe. Ils ont vu leur fille au sol, en train de tomber. Ils ont tout de suite appelé une ambulance. Heureusement, elle s'en sort. La balle au niveau de l'avant-bras était superficielle. Elle n'avait vraiment rien traversé d'important. Et pour la jambe, elle va devoir tout de même faire de la rééducation. Pour Jeff, c'est un grand mystère, c'est que la police va le retrouver avec une balle dans la tête. Tout ce que nous savons, c'est qu'il avait tout simplement arrêté du jour au lendemain ses traitements. Il avait cessé de les prendre et a décidé d'avoir une fixation sur Valentine jusqu'à commettre l'irréparable et ensuite en se tirant une balle chez lui. Sachez que cette nuit-là, Valentine a réellement frôlé la mort. Nous voilà à la fin, et si tu es encore ici, c'est que ça t'a plu. J'espère te revoir dans les prochains threads d'horreur. Je t'invite à laisser un petit commentaire, sinon Ronalda va pas être très contente. Allez, bisous, bonne nuit. Il y a un moment de silence. Putain, on coupe ça ?